Moi aussi, je m'en veux. De quoi? D'avoir rien dit. Ton père, ton oncle. Mais tu savais pas à l'époque. J'étais adulte quand je te l'ai dit. Je me rappelle très bien de toi ce matin-là chez la grand-mère. Je préparais le petit déjeuner. Et tu es arrivé de la chambre et tu t'es collé contre moi. Ça m'a étonnée. Ça m'a fait bizarre. Je t'ai demandé à quelque chose qui va pas? T'as dit non, non. Je t'ai dit, mais pourquoi t'es pas resté au lit avec ta sœur et ton père? Tu as dit pour rien. J'avais juste envie de me lever. C'est cette façon de te coller contre moi. T'avais jamais fait ça avant. Je savais pas que tu t'en rappelais. Je me rappelle très bien. Je savais pas que tu t'en rappelais. Je me rappelle. On a laissé ma sœur avec lui dans le lit. Je pense pas qu'il l'ait touché. Je lui ai demandé une fois s'il l'avait touché, elle m'a dit non, mais je sais pas. Je pouvais pas penser. Je sais. C'est étrange quand même que tu te rappelles ça si bien alors que t'as pas pensé. C'est cette façon de se coller, de dire. Je m'en suis toujours rappelée. Moi, c'est mon père. Moi, c'est mon beau-père. Moi, c'est mon oncle. Moi, c'est ma mère. Moi, c'est mes cousins. Moi, c'est le fils de la meilleure amie de ma mère. Moi, c'est mon grand-père. Moi, c'est mon frère. Moi, c'est ma sœur. Moi, c'est mon professeur. Moi, c'est mon entraîneur. Moi, c'est la femme qui me gardait quand j'étais petit. Moi, c'est le mari de la femme qui me gardait. Moi, c'est mon aide-soignante. Je suis porteur d'un handicap. Les enfants porteurs de handicap sont 5 fois plus victimes que les autres de viols dans leur famille ou dans les institutions où ils sont accueillis. Adulte, je l'ai dit à mon amoureux. Ça l'a mis très en colère. Il voulait que j'aborde la question. Il voulait que j'aille voir une psychologue et que j'amorce un processus de guérison. Mais moi, j'étais pas prête. En fin d'études d'ingénieur, je fais un stage. Et là, il se passe quelque chose. Je commence à écouter des podcasts sur l'inceste. Alors, au départ, j'ai du mal à mettre le mot inceste sur mon histoire car les podcasts n'y ressemblent pas. Mais tout ressort très très fort et bloque tout. Je deviens incapable de sortir de chez moi. Incapable d'aller à mon stage. Je finis par prendre rendez-vous avec le centre médico-psychologique, mais j'oublie le rendez-vous. Je reste enfermée. Je prends d'autres rendez-vous avec des psychologues, et là, j'y vais pas. Je rate les séances. Ça dure des mois comme ça. Et puis un jour, je fais une formation en éducation populaire.
Et là, je pose le sujet sur la table comme un sujet de travail. J'ai été victime d'inceste et mon agresseur est aujourd'hui décédé, ce qui m'empêche de comprendre ce qui a rendu cette situation possible afin qu'elle ne se reproduise pas. Et là, je vois que d'autres personnes sont concernées dans l'information. Bon, quand on rencontre d'autres personnes concernées, ça rend pas les choses moins graves. Mais ça évite l'incompréhension, la fuite, l'imagination débordante. Et ça valide, ça légitime. Quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a demandé si elle pouvait en parler à ses amis pour se faire soutenir. Elle en avait besoin. Elle aussi, elle a eu besoin d'aide après ça. Aujourd'hui, 3 années sont passées et je peux regarder le chemin parcouru. C'est comme un graphique qui monte en pente douce vers le haut. Il y a des grands hauts et des grands bas. Mais quand il y a un grand bas, il est toujours moins dur que le précédent. La première chose que j'ai faite, c'est d'accepter de sentir ma colère et ma haine. C'est légitime d'avoir de la colère et de la haine. Bon, après, je me suis dit que oui, j'avais le droit d'avoir de la colère et de la haine, mais c'était pas une raison pour que ça me pourrisse la vie. Alors, j'ai repris le travail avec une psy. Et aujourd'hui, je travaille avec une association hyper bienveillante et j'y suis bien. Je sens encore quelques faiblesses, mais ça se stabilise. Avec mes amours, j'ai tendance à garder une certaine distance émotionnelle. J'y vais étape par étape. Des fois, c'est le corps qui veut, des fois, c'est la tête. Pas tout le temps les deux ensemble. Mais je reprends confiance progressivement. En 3 ans, ça s'est amélioré pour moi. Il faut garder confiance dans le fait que ça s'améliore. Dans ma famille, la parole était interdite. Et j'ai passé mon adolescence en pensant que j'étais perverti, avec la peur que les autres s'en aperçoivent. À 28 ans, j'ai rencontré ma femme. Et j'ai eu une sexualité bonne avec elle. Mais elle voyait que j'allais pas bien. Alors elle m'a incité à aller voir un psy. J'ai mis 3 ans avant de pouvoir lui dire à mon psy. Il m'a répondu, ce n'était qu'une initiation, n'est-ce pas? J'en ai pas reparlé pendant les 10 ans qui ont suivi. Plus tard, j'ai découvert la justice restaurative. Là, je fais partie d'un groupe de parole des violences et des victimes de l'inceste. Là, j'entends les gens parler à haute voix. Et je m'autorise à parler. Aujourd'hui, j'anime des groupes de parole. C'est quand j'ai 19 ans que ça s'arrête. Je reviens dans le quartier où j'ai grandi. Il me suit. Mais là, il y a mes copains d'enfance. Eux aussi, ils ont vécu des trucs durs. Ils sont rentrés dans le grand banditisme, mais ils restent mes copains. Alors je le menace. Je lui dis que je vais lui mettre un contrat sur sa gueule. Et que mes copains vont lui éclater sa gueule. Il voit que je suis sur mes terres. Et que je ne rigole pas. Alors, il lâche. À 26 ans, je deviens maman. Je fais très attention à ne pas sexualiser mes gestes. Par exemple, la douche. Je fais très attention. Mes gestes sont hyper professionnels. C'est presque une obsession. Puis j'ai une deuxième enfant. Et là, je me fixe d'arrêter le processus familial. Alors je me mets à lire des livres, à faire du chamanisme et puis des thérapies. Quand j'ai entendu le mot incesteur, ça m'a mis très en colère.
Car c'est pédocriminel le bon mot. Car c'est un crime. C'est comme pédophile. C'est insupportable, pédophile. Phile, c'est aimer. Moi, c'est pas de l'amour que j'ai reçu. Il faut prévenir les enfants. Parce que s'ils sont entourés d'adultes aimants, les enfants y croient que tout ce que font les adultes, c'est normal. Moi, j'ai mis très longtemps pour comprendre que ce que mon grand-père avait fait, c'était pas normal. J'arrivais pas à dire. J'étais dans un état figé. Je me sentais sale, coupable. Pourquoi c'est difficile de dire à ce point? Il faut trouver des solutions pour dire. C'est dur. On sait qu'on va faire du mal à sa famille en le disant. Peut-être on sera rejeté. J'ai travaillé ça avec mon psy. Finalement, j'ai réussi à le dire à ma sœur aînée. Elle m'a cru. Avec son aide, j'ai pu en parler à ma mère et les deux m'ont soutenu. J'ai encore des difficultés. Quand je ne suis pas entouré avec des gens qui me rassurent, ou bien quand je suis dans un espace clos d'où je ne peux pas sortir comme je veux. Le train, par exemple. Mais bon, globalement, ça va. C'est le syndrome post-traumatique. Mais je reste en colère. Qu'une partie de ma vie a été bouffée par ça, que j'ai dû surmonter des grosses difficultés, dépenser beaucoup d'argent pour mes thérapies. La justice devrait faire payer les soins des victimes aux agresseurs. La sœur de mon père, ma tante, s'est rendue compte de quelque chose quand elle est venue habiter chez nous. Elle me dit de ne rien dire. Mais elle essaye de pas me laisser seule avec mon père. Puis, à 14 ans, je le dis à ma sœur. On essaye de monter des plans pour faire un flagrant délit. Finalement, on le dit à l'éducatrice. Elle appelle ma mère. Ma tante vient nous chercher. Et on s'en va de la maison. Police. Question. C'est ma sœur qui parle pour moi. Parce que c'est trop dur. Moi, je confirme. Examen médical. Semaine difficile. Au tribunal, mon père a toujours nié. Mais il a fait 4 ans de prison. Pendant longtemps, j'ai eu très envie de me confronter à lui. Plus maintenant. Aujourd'hui, je me respecte moi-même. Je suis devenu bienveillant envers moi-même. J'accepte mes émotions. Je n'ai plus de troubles. Mes piliers, ça a été la mission locale, mon thérapeute, mes 2 éducatrices, le menuisier qui m'a pris en apprentissage et mes amis. Ça y est, c'est dépassé. C'est fini. Le livre est fermé. Une année en vacances, je rencontre Laure, la fille de Muriel Salmona. Elle me parle de sa mère. Je l'écoute, mais je ne me sens pas concernée. Mais un soir, je lis les écrits de sa mère. Je me sens mal. Mais je lis de plus en plus les jours suivants. J'entoure au stylo les symptômes que j'ai dont elle parle. Et puis, sans savoir pourquoi, je vais au planning familial et je lâche tout. Je leur dis que j'ai les symptômes de Muriel Salmona. La dame en face, elle m'écoute. Jusque tard dans la nuit, elle m'écoute. Elle dit le mot viol. Moi, je me sens dans une immense joie d'être entendue comme ça. Après, je vois un psychiatre, un sexologue, une psychologue, et je commence à me soigner. Et puis j'ai trouvé un vrai copain qui comprenait bien mes soucis sexuels. C'est pas moi qui en ai parlé. En fait, moi je mettais des silences. Mais lui, il comprenait.
Et il me faisait mettre des mots. La première fois qu'il me dit qu'il a envie de moi, je lui dis si tu veux. Il dit non, ça va pas ça. On fait si toi aussi tu as envie. T'en as envie? Je dis oui, mais sans pénétration. Il me dit ok, on fera autre chose. Un jour, je me dissocie. Je deviens absente. Lui, il le voit en 5 secondes. Il s'arrête et me dit là, t'es plus avec moi. En fait, là, je me suis rendu compte que les autres mecs, ils voyaient bien quand je me dissociais. Il dit, on fera 1 mois sans pénétration. On fera autre chose. Du coup, moi, j'allais le voir avec du désir, avec l'envie. Et le désir est arrivé. Ça a été super. Même le désir qui me pénètre. Plus tard, il me dit qu'il faudra arriver à l'orgasme. Je lui dis, oulala. Il me demande mes orgasmes, mes fantasmes. Les fantasmes étaient violents. Je ne pouvais pas dire. Mais finalement, je lui faisais confiance. Alors j'ai dit. Il me dit qu'il ne peut pas faire ça, mais qu'il peut me faire des récits avec des éléments de mon fantasme. Et il le fait le lendemain au téléphone. Et moi, j'ai un orgasme. Après, on fait ça ensemble. On se raconte. Et les orgasmes arrivent. Et puis, on a instauré que je n'étais pas obligée de répondre à son désir. Alors, on a fait des codes qu'on s'envoyait par SMS avant de se voir pour savoir si on a du désir ou si j'ai juste besoin de réconfort. Je lui ai fait une confiance folle. Maintenant, il m'arrive de ne pas m'entendre moi-même. Mais je me rends compte. Et oui, j'ai perdu le super pouvoir de me dissocier. Vas-y, viens. Allez, assis-toi. Waouh! Ah! Non. Eh, je suis content que tu sois venu. Putain, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus préparer les contrôles avec moi? J'ai fait quelque chose de mal? Non. Véro, il y a quelque chose qui va pas. Il faut que tu me dises. Tu connais mon beau-père? Ah oui, c'est mon dentiste. Attends. Qu'est-ce qu'il y a là? Il m'oblige à lui faire des choses. Il te touche? Ah, le salaud. T'en as parlé à ta mère? Je sais pas. Écoute, elle est sympa ta mère. Il faut que tu lui en parles. J'ai peur. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Ce soir, tu dors ici. On parle. Et demain, t'en parles à ta mère. Hein? Maman, Véro, elle dort ici ce soir. Ouais, dis donc. C'est encore moi qui décide. Il y a le repas préparé, ensuite il y a la lessive, le repassage. Non, Véro, elle viendra une autre fois. Moi, je suis fatiguée et j'ai besoin que tu m'aides. Mais elle a des problèmes. Quel problème? Son beau-père, il la viole. Luc, arrête tes bêtises. Mais c'est vrai! Mais arrête de dire n'importe quoi! Son beau-père, c'est le dentiste. S'il y avait quelque chose, bah, ça se saurait, hein. Mais maman, mais je te jure que c'est vrai! Même si c'était vrai,
c'est pas nos histoires. On a assez de problèmes comme ça. Donc Véro, elle rentre chez elle, et si elle a des problèmes, elle en parle avec sa mère. On retrouve à Véro chez elle avec sa mère. Tu fais encore la tête. T'as pas fini. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un viva pour Bertrand. Véro, tu pourrais faire un effort. Il est gentil, Bertrand. On vit mieux depuis qu'il est avec nous. Regarde tout ce qu'il nous a offert. Qu'est-ce qu'il t'a offert? Eh ben, je préférerais qu'il m'offre rien. Oh! Mais alors toi, qu'on t'offrirait la lune, que ça n'irait pas, hein? On était mieux avant. Toutes les deux. T'as pensé à moi? Hein? Tu veux que je reste seule, c'est ça? Enfin, j'ai besoin... J'ai le droit au bonheur, moi aussi. J'en ai besoin. Allez, ma chérie. S'il te plaît. Fais un effort. Hein? Mais il me dit des choses. Qu'est-ce qu'il te dit? Il m'a demandé ce que c'était qu'un 69. Non, alors là, t'as du mal entendre, hein? Non! Oh, écoute, tu le connais, il a un peu des blagues. Il me demande. Il me touche. Quoi? Écoute-moi bien. Je t'interdis de dire des trucs comme ça, t'as compris? Espèce de malade! Fais tourner voir un médecin, tu vas voir. Je t'interdis de dire des trucs comme ça! Malade. Le lendemain au lycée. Alors? Ce que je t'ai dit hier. Tu dis rien à personne. Tu me promets? Tu me jures. J'ai plus de toi. Jure-moi. Mais et ta mère? Ma mère, elle m'a foutu une claque. Ah, Luc, c'est bien que je te vois. Ta dissertation, c'est pas ça du tout, hein? Ouais, mais ça, c'est pas le problème. Pardon? J'ai une amie. Elle a de graves problèmes. Assieds-toi. Alors? Son beau-père, il la viole. C'est très très grave ce que tu dis là, Luc. C'est qui? Il veut pas en parler. C'est qui? Il faut que tu me dises. Je peux pas le dire, j'ai promis de pas le dire. Et comment tu veux que je t'aide si je sais pas? Il faut qu'elle vienne me voir. Il faut qu'elle vienne me parler, sinon on peut rien pour elle. Hé, Luc, on en reparle. Anaïs est à l'hôpital. Elle a fait une tentative de suicide. Attends, elle s'est suicidée, elle est morte? Non mais t'es malade ou quoi? Heureusement elle est vivante. Ils lui ont fait un lavage d'estomac. Je vais la voir demain. Bah, je viens avec toi. Mais ça veut dire qu'elle a voulu mourir. Mais pourquoi? Son cousin, il abusait d'elle.
Attends, il abusait. Il l'oblige à faire du sexe pendant des années. Il nous a rien dit. Mais pourquoi elle nous a rien dit? Mais oui, on l'aurait défendu. On aurait été là pour elle. Pourquoi elle ne nous a rien dit? Je sais pas si on était là pour elle. T'es sûr qu'elle a rien dit? Moi, je me rappelle. Le 15 septembre. Et t'as vu, je t'ai envoyé la vidéo de la meuf sur TikTok. Tous les jours, elle raconte ce qu'elle a vécu quand elle était petite. C'est une dingue. Elle fait des vidéos tous les jours. Mais c'est une dingue. Après, moi, je sais pas quel âge elle a, la femme sur TikTok, hein, peut-être 40 ans, mais moi, je me dis que c'est courageux de le dire. Je sais pas si c'est courageux, parce que elle a rien dit quand ça s'est passé. Après, c'est trop tard. Franchement, elle ferait mieux d'oublier. Il n'y a que ça à faire. Oublier. On a tous vécu des trucs durs dans notre vie. On oublie. Moi, je trouve, vaut mieux oublier, t'es plus tranquille. Le 19 novembre. Eh, tu sais, Delphine, la fille de la 3e D, son grand-père, il l'a violée. C'est pour ça qu'elle est plus là, c'est son cousin qui me l'a dit. La pauvre. Tu te rends compte? Celle à qui ça arrive, pour elle, c'est foutu. Comment ça, foutu? Bah oui, c'est foutu pour elles. Elles ont des problèmes psy, elles ont des traumas. C'est comme si elles étaient mortes de l'intérieur. Oh, ça fait trop de la peine. Ah ouais. Le 10 janvier. Ça va? Ça a pas l'air d'aller. J'ai une copine. Je sais pas comment faire pour l'aider. Dis. C'est son oncle. Il la tripote. Il la plotte. Là aussi. Elle se défend. Elle crie. Elle dit non. Ah bah voilà aussi, si elle se défend pas, dis-lui de se défendre déjà. Il paraît que les victimes, quand ça leur arrive, elles sont dans un état de sidération. Elles sont tétanisées, elles peuvent rien faire. Ouais, c'est ça, ouais. N'importe quoi. Le 30 mars. Ma mère, elle connaît quelqu'un à qui c'est arrivé. Son père, il a pris 10 ans. Wow. 10 ans. 10 ans. Ouais, ouais. Mais c'est beaucoup. Cata. Et tu te rends compte le bordel dans la famille? Bah, la famille, elle est niquée. Il n'y a plus de famille. Mais en plus, après tout le monde le sait. Les voisins, ils savent que le père, il est en prison. Je sais pas si ça vaut le coup tout ça. Les conséquences. Et tu te rends compte? Si les frères et sœurs, par exemple, le père, il aura rien fait. Et ben après, ils sont en colère contre toi. Et si la mère, elle travaille pas, comment ils vont faire pour manger? Après, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais moi j'avais une copine, il y a longtemps, hein, qui avait elle-même une copine à qui il arrivait des trucs comme ça. C'est grave quand même aussi. Oui, c'est grave. Mais ton père, 10 ans en prison à cause de toi, c'est encore plus grave. Non mais ces choses-là, ça se gère en famille. Le 10 mai. Eh les gars, vous savez quoi? Ouais, quoi? J'ai un pote qui m'a raconté que lui et sa soeur, son cousin, il leur a fait des trucs quand ils étaient petits. C'est chaud quand même. Quel genre? Bah des trucs sexuels. Ah. Ah, mais c'était petit, ils jouaient. Mais attends, le cousin il était plus vieux, les deux ils étaient pas d'accord, il les obligeait, c'est grave. Arrête, ça s'appelle jouer à touche pipi. Mais ouais. Tout le monde a fait ça. Enfin, t'as jamais joué au docteur? Tant qu'ils se marient pas à la fin. Le 18 juin. Je savais pas que tu avais fait un exposé là-dessus.
T'as dit 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles Ouais. par an Oui. dans ton exposé. Oui. Ça fait 1 sur 10. Mhm. C'est pas trop. Et le même nombre d'agresseurs? Oui. Non mais quand même... Attends, regarde. On est 30 dans la classe. Mhm. Tu voudrais dire que ce serait possible qu'il y en ait 3? Non mais en tout cas, il n'y en a pas dans notre classe, ça c'est sûr. Enfin, comment tu le sais? Bah ça se voit. Tout le monde est normal dans la classe. Elle l'a pas dit. T'es sûre qu'elle l'a pas dit?